c'est en toute franchise. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, merci Bonsoir. d'être avec nous. Vous êtes donc l'homme qui, dans une semaine, même 2 semaines, mais dans une semaine c'est le premier tour, veut donc être élu Premier ministre. Elle semble loin, l'élection présidentielle et les victoires d'Emmanuel Macron. Oui. Vous semblez vouloir la faire un peu oublier. Oui, vous me dites oui. Je dis oui, ça paraît loin. Il y a même des gens qui trouvent que ce deuxième mandat est interminable. Pourtant, ça fait qu'1 mois. Oui, parce que ça a été une élection présidentielle qui tranchait rien. Tout le monde le sait. On fait semblant, mais tout le monde sait que ça n'a rien tranché, puisqu'il y a plus de gens qui ont voté pour M. Macron, pour empêcher Mme Le Pen d'être présidente, que par adhésion à ses idées. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on ne sait pratiquement rien de son programme, à part la retraite à 65 ans et le travail forcé au RSA. Sinon, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il veut faire vraiment. Et donc, il n'y a pas de passion qui a entouré le deuxième tour. Et c'est pourquoi, quand moi j'ai dit, il y a un 3e tour, c'est l'élection législative pour qu'elle tranche dans quelle direction le pays va, ça a été assez bien entendu. Ça a immédiatement... Alors, ça fait aussi un peu sourire, parce que j'ai dit, élisez-moi Premier ministre, tout le monde sait que la formule n'est pas la bonne. Il faut élire une majorité de députés pour que je puisse être le Premier ministre, désigné par cette majorité. Voilà. Mais tout le monde a bien reçu le message, et j'observe que, contrairement à ce que je lis beaucoup, il y a notamment dans nos milieux, à nous, populaires, une assez grande implication. Les gens ont envie d'y aller, ont compris qu'il y avait un enjeu. Tant mieux pour la démocratie. Bon, allez, on va rentrer vraiment dans les Allons-y. détails de tout cela. On a le temps, c'est ça qui est bien. Mais d'abord, je voulais commencer avec cette actualité, les intempéries qui ont touché le pays. Jean-Luc Mélenchon, 1 mort, 15 blessés, dont 2 graves, a annoncé ce matin Gérald Darmanin. Il y a les dégâts nombreux, notamment des récoltes qui sont détruites. Il y a déjà eu un mois de mai historiquement chaud. Plus qu'une réaction, je vais vous demander quelle action. Puisque vous dites « je voudrais être Premier ministre dans quelques jours maintenant, il y a ça. Oui. Dans notre pays, quelle action? Précisément, commencer par arrêter de réfléchir une fois qu'on a le nez dedans. Essayer de prendre de la distance. Je veux vous dire très solennellement que ces événements ne seront plus jamais rares. Ils vont être maintenant réguliers. Le changement climatique est commencé. Il est irréversible. La nature du climat dans notre pays peut changer beaucoup. Si le courant qui longe nos côtes, le Gulf Stream, continue à ralentir, nous basculerons dans un autre régime climatique. En toute hypothèse, les zones de sécheresse vont être de plus en plus grandes en France, et nous aurons des épisodes d'immense chaleur, suivis de ces catastrophes-là. Alors, ça dépend des régions. Quand on est à Lyon, on appelle ça un épisode cévenol. Quand on est sur la côte, on appelle ça un épisode méditerranéen. C'est-à-dire que tout d'un coup, il se déverse des trombes d'eau, et la terre qui n'est pas prévue pour en absorber autant d'un coup, la végétation qui n'est pas prête à ça, repousse tout, et ce sont des fleuves de boue et des dévastations. Donc, il y a un plan de long terme. Premièrement, nous devons dorénavant avoir une force, à mon avis, civile, disponible pour être mobilisée chaque fois qu'il le faut pour aller à la rescousse. Vous voyez bien, là, il y a les pompiers, ils sont débordés, quoi. Nous avons besoin de forces qui se mobilisent pour nettoyer et autres, pour venir au secours des gens, pour rétablir des lignes. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, il faut que nous nous occupions du cycle de l'eau d'une manière sérieuse, c'est-à-dire lutter contre les mésusages, lutter contre les gaspillages, pour qu'on arrête de contribuer au dérèglement du cycle de l'eau. Ce sont des mesures, à la fois, les unes sont dans l'urgence, les autres sont dans la durée. Et puis, il faut tenir compte du fait que nos installations doivent maintenant être renforcées. Si on continue à enterrer les lignes électriques au rythme auquel on en est aujourd'hui, il y en a pour 350 ans. Donc, c'est pas sérieux. Il faut s'y mettre plus vite, plus fort, et dès maintenant. Je termine en vous disant qu'on n'est pas au bout des surprises. Cet été, il va y avoir une autre mauvaise nouvelle. C'est que comme le niveau des fleuves descend, on ne peut plus refroidir les réacteurs nucléaires qui sont le long de ces fleuves, parce qu'on ne refroidit pas des réacteurs avec de l'eau chaude. Et donc, nous allons avoir encore une crise de la production énergétique. Et voilà Jean-Luc Mélenchon qui va aussi accroître l'inquiétude autour des prix de l'alimentation, puisque cela risque d'aggraver encore les prix dans les supermarchés, dans les rayons, pour les consommateurs français. Alors, comme je vous lis, vous le savez, Jean-Luc Mélenchon, sur le blocage des prix, vous allez me dire, le coût du petit agriculteur, on me le fait souvent. Mais quand même, je vais vous poser la question. Ces agriculteurs dont les récoltes ont été détruites là, ces dernières heures, vous qui voulez un blocage des prix au nom des consommateurs, est-ce que vous ne risquez pas de les mettre un peu plus en difficulté encore, eux, de leur côté ? En aucun cas, ils ne sont concernés par la difficulté des blocages des prix, parce que mon projet est que le blocage se fasse sur les marges, et notamment les marges de la grande distribution, qui a parfaitement compris le problème, parce qu'elle-même s'organise
pour en partie comprimer ces marges. Je l'ai vu sur plusieurs. Quand ça a lieu, il faut le dire, parce que c'est tant mieux. Et M. Leclerc lui-même a dit que c'était la spéculation qui créait ces augmentations de prix. Alors, ça, c'est la distribution, la collecte, la mise en forme. Le paysan, lui, pour 1 euro qui est dépensé en nourriture, il reçoit 8 centimes. Donc, c'est pas lui qui va trinquer. C'est évidemment, il faut bien que quelqu'un le paye. Donc, ça sera dans la marge. Mais surtout, je voudrais vous expliquer ma méthode. Mon idée est que le premier objectif, c'est d'empêcher l'effondrement de la consommation populaire. Vous savez qu'elle a reculé d'un point. Vous savez que la croissance de notre pays est égale à 0 aujourd'hui. Je ne suis pas un amateur de la croissance de tout et n'importe quoi, mais là, nous sommes dans la difficulté. Je la considère comme elle est. Si la croissance n'a pas lieu, si la consommation réduit, comme ça représente 53% de la richesse du pays, qu'est-ce qui va se produire ? L'activité va se contracter, les gens vont perdre leur emploi, les pays vont baisser, pendant que les prix vont continuer à monter. Il faut donc mettre un barrage. Moi, je propose d'enfermer les foyers d'augmentation des prix. Et c'est pour ça que je propose de bloquer les prix. Pas tous les prix sur tout, mais là où est le feu, c'est-à-dire sur l'essence et sur les matières premières agricoles. Sur les matières premières agricoles, on pourrait peut-être parler des initiatives que la France pourrait prendre. Nous sommes un pays qui est excédentaire et qui produit plus que pour lui-même. Nous ne produisons pas assez pour nous-mêmes dans l'agriculture vivrière, mais dans les céréales, si. Moi, depuis des mois, je propose 2 choses. 1, le président de la République, actuellement président de l'Union européenne, doit demander le blocage du prix de l'essence sur tout le continent européen. Parce que ça obligera les producteurs pour garder le même chiffre d'affaires, à augmenter leur production. Là, ils viennent de le décider. Peut-être l'avez-vous, cela a été dit aux informations de sur notre le pétrole, chaîne. Oui, ils ont décidé, comme on bloque... L'Europe va se couper de 90% du pétrole russe dès début 2023. Voilà, alors comme on va couper 90% depuis le début, je vous dis, coupons, mais il faut quand même trouver une compensation. Alors, mais du coup, vous trouvez qu'elle est disproportionnée, cette décision européenne sur les sanctions? Non, je vais faire très attention à tout ce que je dis. Je trouve ça très pagaillou. Parce que, d'abord, on met des mois à le décider. Alors, si c'était nécessaire, pourquoi pas tout de suite? Bon, on continue par petits bouts. Deuxièmement, il n'y a pas de parade. C'est-à-dire, on fait ça, et puis quoi à côté? Je ne trouve pas normal que les pays de l'OPEP, qui sont pratiquement tous alliés aux États-Unis d'Amérique et à l'Europe, pourquoi ils ont décidé de remonter la production de leur pétrole, mais pas au niveau de celui qui va nous manquer. Autrement dit, ils organisent sciemment le manque de matières premières, et donc sciemment, ils organisent l'augmentation des prix. Alors là, ça va trop loin. On nous demande à la fois de sanctionner la Russie, ce qui est juste, et en même temps, on ne vient pas nous aider à le faire. Je trouve qu'il y a là un déséquilibre qui n'est pas acceptable. J'ajoute que nous, Français, nous avons intérêt à regarder ce qui se passe dans le Maghreb, où sont beaucoup de nos familles, et avec qui nous vivons au bord du même petit lac qu'est la Méditerranée. L'Algérie, par exemple, achète 20% du blé français. Moi, je dis depuis le début, commençons d'abord par bloquer et réquisitionner les productions en France, pas celle de cette récolte, c'est déjà fait, mais la suivante, de manière à pouvoir, 1, avoir ce dont on aura nous besoin, qu'on ne vienne pas nous dire on l'a vendu ailleurs, et 2, de le vendre à des prix honnêtes à nos partenaires du Maghreb. En échange de quoi, eux, pourraient nous vendre du gaz et du pétrole à bon prix. C'était ma question. Je résume pour nos téléspectateurs. On est passé du pétrole à la guerre des céréales, parce que c'est aussi l'un des grands enjeux du moment. Votre réponse depuis des jours, c'est de dire blocage des prix, plus réquisition pour protéger les Français de tout ce qui serait, en somme, spéculation. Mais il y a des pays qui ont besoin de notre blé à nous aussi, et notamment des pays comme l'Algérie. Vous proposez une grande conférence. Ma question, c'est de dire, vous rencontrez l'Algérie demain, vous demandez un deal à l'Algérie, on vous donne du blé si vous nous laissez du gaz et du pétrole, on négocie sur les prix, comment ça marche? Nous, on ne donne rien. Pardon, je vous reprends au vol. On échange, on marche, on fait du commerce. Du troc. Bon, du commerce ou du troc, non, on paiera tout ça en monnaie. On ne va quand même pas échanger des quintaux de blé contre des litres de pétrole. Mais je propose d'abord qu'il y ait une conférence européenne. Ne faisons pas chacun de notre côté ce qui nous passe par la tête. Mais il y a urgence. Oui, mais nous, déjà, les Français, on fait les 2 choses. Si les autres ne veulent pas se réunir avec nous, tant pis. Mais nous, en tout cas, on doit commencer la discussion avec les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, parce que nous sommes liés à eux, par nos familles, par notre vie. Puis écoutez, disons les choses comme elles sont. Est-ce que c'est notre intérêt que ça soit une pagaille totale dans le Maghreb, parce qu'il y manque la matière première de la vie de tous les jours? Non. Donc, mieux vaut prévenir que guérir les conséquences d'un tel désastre. Donc, on s'adresse au gouvernement, prenons l'exemple de l'Algérie, et on lui dirait, écoutez, vous nous achetez tant tous les ans, le reste, vous preniez aux Ukrainiens
et aux Russes. Tout ça est bloqué dans les ports ukrainiens. Alors, les Russes, hypocritement, disent, nous, vous pouvez sortir les bateaux, tu parles, le port est miné. Et qui va le déminer? C'est peut-être que l'Ukraine, la Russie ou la Turquie. C'est les accords internationaux. Bon, donc, c'est pas prêt de bouger. Tout ça pour dire que le blé dont a besoin le Maghreb, il n'est pas prêt de sortir de l'Ukraine. Donc, nous voyons tout ce qu'on peut mettre à la disposition prioritaire du Maghreb en le lui vendant. Et en échange, nous leur demandons de nous vendre, eux, du pétrole et du gaz à des prix qui soient des prix non spéculatifs. Voilà, il me semble que on peut avoir un bon accord. Et donc, dans les mesures, là, c'est sur le moyen terme, j'ai envie de dire, à l'échelle du conflit qui va très vite malgré tout, mais dans les mesures d'urgence pour les consommateurs qui nous regardent. Le président de la République, il s'est à nouveau exprimé sur ces mesures de pouvoir d'achat ce week-end, une interview à la presse écrite, vous l'avez vu. Donc, il réaffirme le chèque alimentaire, il le veut simple et versé en une fois, et la ristourne de 18 centimes sur les carburants qui sera prolongée en août. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes dans l'état d'esprit d'une victoire qui vous permettrait d'être élu Premier ministre. Mais permettez-moi d'évoquer l'hypothèse de l'échec pendant quelques instants. Vous n'arrivez pas à être Premier ministre. Vous êtes dans l'opposition. Votre groupe voterait contre les mesures du gouvernement ? C'est pas comme ça qu'on se posera la question. On se posera la question de savoir ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Le chèque alimentaire, par exemple, c'est pas une solution durable. Mais nous l'avons proposé en mars de l'année dernière. Et à l'époque, LREM n'en voulait pas. Bon, vous voyez, ils ont changé d'avis. On n'ira pas voter contre quelque chose qu'on a nous-mêmes proposé. Et c'est pas parce que les autres se réveillent toujours après l'heure que, bon... Voilà. Alors, après, les autres mesures du gouvernement, elles sont dérisoires. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Regardez bien ce qu'il est en train de faire. Il dit, vous allez faire votre plein, allez, je vous bloque le prix. La dernière fois qu'il l'a bloqué, ça avait déjà augmenté. Pour le gaz, c'était de 60%. Bon, je vous bloque le prix... et puis on verra après. Mais qui paye entre ? Ils l'ont dit, monsieur le maire l'a dit. La différence que vous n'aurez pas payé, vous, comme consommatrice, c'est le budget de l'État qui va le payer. C'est fort de café. Le trésor public sert à alimenter le trésor public, le trésor privé, en passant par vous. C'est-à-dire, moi je dis, allez-y madame, c'est vous qui donnez les sous à Total. Non, c'est Total qui va se serrer la ceinture. Total est en train de réaliser le plus grand bénéfice de son histoire. Vous voulez une taxation exceptionnelle sur les pétroliers, voire plus ses affinités, tous ceux qui auraient profité de la crise ? On va jusqu'où et on touche qui ? Quelles entreprises ? Vous allez voir, tous les producteurs, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que quand c'est moi qui commence à le proposer, j'ai droit à chaque fois, pas de votre part, mais de toutes sortes de cris d'orfraie. J'ai proposé de bloquer les prix du pétrole et du gaz. Bien, cri, monsieur Mélenchon, il veut tout réquisitionner et tout. L'Espagne et le Portugal le font. Qu'est-ce qui se passe ? Même la Commission européenne a dit c'est une situation de crise. Voilà maintenant 3 mois que je dis il est temps que les profiteurs de crise mettent la main à la poche et payent une surtaxe, un surimpôt extraordinaire. L'Angleterre, qui est quand même pas un pays communiste, M. Johnson est un libéral grand 1, a décidé de surtaxer les producteurs de carburant. Alors, écoutez, est-ce que pour une fois, on ne peut pas commencer par les choses raisonnables et finir par les sottises, si on veut à tout prix ? La chose raisonnable, c'est de dire que quand on est en crise, tout le monde se serre les coudes. Et donc, on met à contribution ceux qui ont le plus. Les gens n'en peuvent plus, enfin, il faut quand même s'en rendre compte. Une mesure, en tout cas une demande, en fait. C'est un appel formulé par Amélie de Montchalin ce matin au grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Elle appelle tous les Français à ne pas surutiliser, je cite, leur climatisation qui consomme beaucoup d'énergie. Alors, elle a toutefois tempéré cet appel pour les EHPAD, dans les hôpitaux ou quand on a une personne fragile à domicile. Pourquoi je vous vois sourire ? Ouais, parce que c'est de la pantalonnade à l'état pur. Pourquoi ? Ouais. Enfin, écoutez, alors... Parce qu'il y a eu des pays comme l'Espagne qui ont appelé les populations à baisser de quelques degrés le thermostat. Oui, mais vous inquiétez pas, les gens, ils sont pas fous, ils comprennent bien. Mais alors, on a à peine fini la phrase que déjà les bêtises commencent. Ah oui, alors il faut baisser la clim. On vous dit pas de combien, ni de pourquoi, mais on dit, ah oui, mais pas là, mais pas là, mais pas là, mais pas là. Bref, on ne comprend plus rien. À peine l'ordre est-il donné que le contre-ordre est donné en même temps. Mais surtout, c'est le caractère vertigineusement court-termiste de tout ça. Le gouvernement, cette année, les passoires thermiques, si votre maison est bien isolée, vous êtes au frais quand il fait chaud et au chaud quand il fait froid. C'est comme ça que ça se passe. Si c'est bien isolé chez vous. Mais le problème, c'est qu'il faudrait 700 000 logements par an sortis du statut de passoire thermique. L'année dernière, le gouvernement en a fait 2500. Et il rapplique là pour dire « Ah, misère, il va faire trop chaud ». Tout le monde sait qu'il va faire de plus en plus chaud. Donc, la question... Alors, on peut dire aux gens « Soyez raisonnables », mais il faut aussi leur dire « Écoutez, on prend le problème à bras-le-corps, on le règle ». Et en particulier, nous avons besoin de mettre en route maintenant une production énergétique indépendante avec autre chose que du nucléaire qui s'arrête chaque fois qu'il fait trop chaud et avec de l'essence qui pollue tout. Donc,
Ça veut dire c'est la mer, c'est les éoliennes offshore. Enfin, il faut faire quelque chose. Et urgemment. Urgemment et de manière radicale. C'est plutôt mon avis. Alors, pourquoi ? Je vous pose la question dans ce sens-là, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'en fait, Elisabeth Borne, c'était ma manière d'y arriver. Elle a annoncé cette semaine une loi d'exception sur les énergies fossiles, pour en sortir. Donc, ce serait après celle sur le pouvoir d'achat, ce serait après une concertation, mais pour, dit-elle, une transformation radicale. Est-ce que vous en félicitez ? Est-ce qu'elle n'est pas en train de vous couper l'herbe sous le pied ? Peut-être, elle peut tout. Si c'est pour la bonne cause, je veux bien qu'on me coupe l'herbe sous le pied, et même qu'ils la broutent tous ensemble, c'est pas un problème. Simplement, ils attendent toujours le dernier moment. Et là, regardez bien. Nous venons de parler de pouvoir d'achat. Dites-moi, pourquoi un président réélu, qui a un gouvernement qu'il vient de désigner, avec des gens qui, pour certains, sont élus nulle part, comme Madame Borne. Pourquoi n'a-t-il pas pris tout de suite les décisions concernant le pouvoir d'achat ? Il y a plein de choses qui peuvent se faire par décret. Bloquer les prix, c'est dans le code du commerce. Il n'y a pas besoin de... C'est quoi votre analyse ? Mon analyse, c'est que le président de la République est tétanisé et ne sait plus quoi faire. Pourquoi ? Même parce qu'il est allé au bout d'un système qui ne marche pas. Il est libéral. Il pense que quand on met du marché partout, tout va marcher. Ils ont mis du marché partout, à l'école, à l'hôpital, rien ne marche, tout se déglingue, tout va de mal en pis. On n'est même plus capable ni d'assurer la sécurité sur un stade, ni d'organiser une élection par voie électronique, comme c'est le cas avec les Français de l'étranger. L'État, en France, est en train de se dissoudre, alors même que nulle part ailleurs, le secteur privé n'est en état de prendre la relève. Et puis d'ailleurs, c'est pas possible. C'est une vue idéologique. Il est arrivé au bout de son idéologie, et je vous dis qu'à l'heure à laquelle nous sommes, il ne sait plus quoi faire. La preuve, c'est son interview, quand il dit qu'il va faire un grand débat pour l'hôpital, alors qu'il y a déjà eu le Ségur, alors qu'il y a déjà eu 2 fois des grands débats, et qu'il dit qu'il va faire, il appelle ça un Conseil national de la refondation, mais tout le monde est stupéfait, on lui dit, mais monsieur, il y a 2 assemblées pour ça, et puis vous avez le Conseil économique et social. Pour nos téléspectateurs qui nous rejoindraient, qui n'auraient pas lu cette interview, je précise juste, donc, le président qui annonce un Conseil national de la refondation, c'est une vaste concertation qui serait décentralisée sur des grands chantiers, et notamment pouvoir d'achat, écologie, institutions, retraite. Alors vous avez déjà dit en déplacement en meeting hier, c'est la saison 2 du blabla. Mais je voudrais revenir sur les mots précis du président de la République. Il dit « Les gens sont fatigués des réformes qui viennent d'en haut. Paris doit être au service du terrain. » Mais après tout, est-ce que c'est pas vous, ce que vous lui demandez d'entendre depuis des années? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire ce que vous auriez aimé qu'il fasse un peu plus tôt, entendre le terrain? Mais on n'en est plus là. Avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. Voilà, ça, c'était en amont qu'il fallait le faire. Lui-même a fait un grand débat. C'était une méthode. On pouvait dire, bon, écoutez, situation exceptionnelle, remède exceptionnel. À l'époque, c'était les Gilets jaunes. 2 millions de contributions ont été faites. Qu'est-ce qui en est resté? Rien, absolument rien. Tout a été mis en tas dans les archives départementales. La seule décision qu'il a prise, c'est des mesures de pouvoir d'achat à l'époque, et puis la suppression de l'ENA. Et là, qu'est-ce qu'il annonce aux gens? Qu'il va recommencer un grand blabla sur l'hôpital et sur l'école. L'hôpital, on n'a plus le temps. Maintenant, on est arrivé au bout. Les gens nous disent 120 services d'urgence vont être fermés. Qu'est-ce qu'on fait pour rétablir la situation? Vous voulez réquisitionner les hôpitaux privés? Mais il faut mettre tous... Écoutez, je suis allé voir des gens à l'hôpital à Strasbourg, et je leur ai dit, écoutez, la situation, je la connais, c'est pas la peine de me la raconter, je sais pourquoi on en est arrivé là. Mais dites-moi voir, est-ce que vous avez une petite marge de manœuvre? Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le concret de tous les jours? Il n'y a pas besoin de faire un grand blabla pour retrouver ça. Pour que vous ayez un peu de la respiration, que vous puissiez faire. Mais nous serons obligés de réquisitionner, c'est tout. Que voulez-vous? Alors, si vous voulez des urgences, tous les gens, d'abord, du service de la santé, ont le droit de partir en vacances, mais tout le monde est réquisitionné après les vacances, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, parce que sinon, ça va s'effondrer. Mais comment on le fait, ça, très concrètement? Mais c'est très concret ce que je vous dis. Non, mais comment on le fait? On dit on réquisitionne, mais comment on le fait? Mais nous avons dans la loi... Second tour, si vous êtes Premier ministre, comment ça se passe? À chaque fois, c'est pareil, c'est le grand oral de l'ENA. Bon, vous vous en foutez, ne me racontez pas d'histoire. Comment on fait pour bloquer les prix? Allez-y. Vous faites une loi, vous la faites passer? Et bien voilà, ça commence. J'ai dit 10 fois sur les plateaux de télé, c'est un article du Code du commerce. 410-2. Il n'y a pas besoin de faire de loi. Pour réquisitionner les gens, parce que vous êtes dans la pagaille et dans la mouise, il n'y a pas besoin de faire des lois. Il y a des décrets. Je m'échauffe sur le sujet parce que je trouve incroyable qu'on me demande à moi un degré, ce que je trouve normal, soit dit par parenthèse, de précision. Non, merci de me l'accorder. Je viens là pour ça aussi. Ça vous permet de répondre sur la question. Oui. Vous me l'accordez. C'est aussi une manière d'être. Et lui, il est là, il raconte ce qu'il veut. Il fait une interview dans laquelle il dit on va se concerter. Il dit lui-même, il y en a pour des mois. Mais dans des mois, ça sera la catastrophe. Est-ce que vous dites comme d'autres que c'est une manière de contourner l'Assemblée nationale?
Ça fait partie des critiques, là. C'est clair que nous sommes, lui et moi, sur le sujet, c'est vrai, en contradiction complète. Moi, je suis pour que l'Assemblée nationale joue le rôle numéro 1. Et même pour qu'elle joue un encore plus grand rôle. Si je suis le Premier ministre, ce que je peux dire, c'est que les présidents de commission des assemblées, les deux, et le Conseil économique et social, pour une part qui sera la sienne, auront un rôle pratiquement aussi important que les ministres. C'est-à-dire que l'initiative parlementaire doit continuellement alimenter l'ordre du jour des assemblées, parce que les parlementaires, c'est ce qu'on a de meilleur pour être le plus près possible du terrain. Comme ça discute beaucoup dans les commissions, souvent les propositions viennent de l'un, de l'autre, de l'opposition, de la majorité, et on peut arriver de cette façon-là à formuler des projets qui ne sont pas consensuels, racontons pas d'histoire. On ne tombera jamais tous d'accord dans ce pays. Bon, c'est comme ça, on est comme ça, c'est la démocratie. Mais il y aura beaucoup de choses qui seront proposées en commun. Donc moi, je veux que l'Assemblée joue le plus grand rôle possible. Et je redis que dans tous les pays d'Europe, on désigne le président. Dans tous les pays d'Europe, il y a un président, ou des fois il y a un roi, mais il joue la même fonction. Il désigne celui qui a été ou celle qui a été proposée par la coalition majoritaire. Donc là, celui qui est proposé, c'est moi. Et par conséquent, comme Premier ministre, je ferai ce que je suis en train de vous dire. On va revenir sur la manière dont les choses pourraient se passer si effectivement vous obtenez la majorité. Mais juste, ce conseil, il s'arrêterait notamment sur la réforme des retraites, si je comprends bien, si je suis bien le président de la République. Mais il a précisé un calendrier de mise en application. Comment ? Je dis, je vous admire, parce que si vous arrivez à bien comprendre comment fonctionne un truc où il vous dit qu'on va discuter largement, mais que de toute façon tout est plié en 2023 et que ça sera 65 ans... Alors là, il ne redit pas 65 ans, et Elisabeth Borne, il y a quelques jours, a dit que ce n'était pas un totem. Mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est mise en application été 2023. Est-ce qu'en donnant cette date, il est en train de faire aussi votre calendrier de vos futurs combats ? S'il gagne, mais il va perdre. Parce que, si vous voulez, mettez-vous à la place, dans les milieux populaires, non, ça, ils en ont assez vu, ils ne peuvent plus entendre parler de lui. Mais dans les milieux, si vous voulez, comme on peut dire, la classe moyenne supérieure, quelle raison a-t-elle de se mobiliser pour un tel homme ? Alors on peut toujours leur faire peur en leur disant avec Mélenchon c'est l'hiver nucléaire et les sauterelles qui arrivent, mais ce sont des gens instruits, ils sont capables de comparer, de regarder les programmes. Bon, le mien est chiffré, le sien ne l'est pas, le mien a été introduit dans la matrice de la Banque de France pour confirmer nos chiffres et nos résultats, le sien on ne sait rien. Donc les gens qui réfléchissent se disent bon, c'est le tour du peuple quoi. Cette fois-ci, au moins que cet homme, en l'occurrence moi et ses amis, nous tire du pétrin dans lequel on est. On essaiera. Mais votre programme, il a été particulièrement ciblé, et notamment cette semaine. Je vais essayer de lister. Ce ne sera pas trop long ni trop douloureux, mais vous me direz ce que vous en pensez. Vous avez eu, vous savez, le rapport de l'Institut Montaigne qui dit que la facture de votre réforme des retraites approche les 100 milliards d'euros. Depuis, c'est 70 milliards d'euros sur le site. Le calcul a été fait. Mais on a vu Olivia... Je peux vous interrompre. Allez-y. Bon. Il commence par dire 100 milliards en se trompant sur la moitié des chiffres. Puis, comme on fait remarquer, parce que nous l'avons fait, pas sur un plateau de télé, il n'y a pas de débat. Pas parce que leurs économistes acceptent de discuter avec nous, ils ne veulent pas débattre. Pas parce que le gouvernement nous a répondu, non, personne ne parle, on n'échange sur rien. Nous leur avons dit, c'est des gens assez sérieux, l'Institut Montaigne, ils sont libéraux, c'est pas notre cas, ils évaluent les choses d'une autre manière. On leur a dit, mais là, vous êtes trompés sur ça, 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 ça. Donc, ceux qui étaient en train de fournir les arguments, et qui les ont fournis à la majorité présidentielle, se sont retrouvés à devoir corriger leurs propres chiffres, parce que c'est nous qui leur avons dit, vous êtes trompés, vous n'avez pas fait un bon calcul. Vous avez eu l'Institut Montaigne, et du coup, il y a eu un échange, et ils ont refait leur calcul, c'est comme ça que ça s'est passé. Cette fois-ci, ils arrivent à 72 milliards. Alors, dans les attaques, je reprends quand même. Oui, Olivia Grégoire, nouvelle porte-parole du gouvernement, dit que Jean-Luc Mélenchon, je la cite, propose n'importe quoi. François Hollande, toutes les mesures peuvent séparément être défendues, mais additionnées, mises bout à bout, elles aboutissent à une impossibilité. Et puis Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, avec qui vous avez échangé pendant la présidentielle, qui avait dit que vous étiez prêt à gouverner, ça s'était plutôt bien passé. Là, il dit, vous êtes prêt à gouverner, mais vous êtes prêt à mener la France dans le chaos. Ça fait beaucoup, là. Non, c'est normal, chacun est dans son rôle. Ceux qui sont pour une politique libérale trouvent ma politique détestable et nous trouvons la leur détestable. Je suis obligé d'observer que M. Roux de Bézieux avait dit sur le plateau de France 2 il est prêt à gouverner, ça ne sera pas le chaos comme disent certains. 2 mois après, il revient, il dit ça va être le chaos. Il pourrait nous faire la grâce de nous dire pourquoi. La masse des dépenses que nous prévoyons, supplémentaires, c'est 250 milliards d'euros. Toc, ça vient sur le grand nombre. Ces 250 milliards d'euros, ils donnent lieu à quoi? Des salaires, donc des cotisations sociales, et de l'achat, parce que les gens ne font pas des stocks d'actions, donc ça donne de la taxe
et ça donne de l'impôt sur le revenu. À la fin du circuit, ça produit 267 milliards d'euros. C'est pas moi qui l'affirme tout seul. Quand on met tous mes chiffres dans la matrice de la Banque de France, c'est ça que ça donne à la sortie. C'est donc un circuit qui part de l'idée que le principal moteur doit être la consommation et le bien-être populaire, les besoins, et pas l'offre. Le but n'est pas de faire baisser sans arrêt le prix des marchandises pour en vendre davantage, comme le croient les libéraux, parce que ça ne sert à rien. Et je vais vous en donner une preuve, et je mets au défi tous les gens là que vous venez de citer, de montrer que je me trompe. La somme qui a été donnée aux entreprises, comme ils disent, c'est-à-dire à quelques-unes et les plus grosses, c'est 150 milliards depuis 10 ans, par an. 150 milliards. Avec les crédits d'impôt ceci, les suppressions de cela, et ainsi de suite. 140. C'est exactement le déficit du budget de l'État. Autrement dit, tout l'argent dont on a privé l'État pour le donner à ces gens a donné comme résultat 0. C'est-à-dire un déficit d'un côté et de l'autre, pas d'investissement, pas d'emploi et des licenciements partout. Alors, admettez qu'à la fin, on finisse par dire on peut peut-être changer de méthode. Il y a une autre attaque récurrente ces dernières heures vous concernant, et venant de la majorité, c'est le procès en autoritarisme. Emmanuel Macron, je le cite à nouveau, j'ai lu le programme de la NUP, le vôtre. Ils y citent 20 fois le mot taxation, dit-il, 30 fois le mot interdiction, ce qui donne une idée assez claire de l'esprit du programme. Et il s'interroge, c'est un projet de liberté sans doute, ça ne va pas rendre les gens fous, ça. Et puis alors Bruno Le Maire y est allé aussi, déjà... communautariste, communautaire, autoritariste, dit-il de vous. Non mais attendez, là vous faites la liste d'une série d'insultes et je suis censé répondre à quoi ? Sur l'autoritarisme. Bon, l'autoritarisme, je ne sais pas de quoi on parle, c'est pas moi qui me réunis en conseil de défense secret comme il le fait lui, c'est pas moi qui fais gazer les gens à coups de et matraquer ceux qui n'ont pas de train à la gare de l'Est, c'est pas moi qui fais matraquer, c'est pas moi qui ai éborgné 32 personnes, alors ça va, hein, l'autoritarisme. 21 lois déposées par la majorité présidentielle en 5 ans, d'accord, qui réduisent les libertés collectives. Nous avons eu la honte de passer dans le classement international dans les pays à la démocratie incertaine. Alors, doucement avec certains arguments. Par contre, il y en a d'autres qui doivent être pris. Alors, c'était quoi le début ? Bon, communautarisme, passons. Vous voyez, communautarisme, regardez cette manie de montrer du doigt toujours les quartiers populaires. Et puis, on le fait de manière vicieuse. On n'ose pas dire, qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi votre problème avec les quartiers populaires ? Hein, c'est les musulmans. Il faut à chaque fois les montrer du doigt. C'est pourquoi il dit communautarisme. Or, il se trouve que les quartiers populaires, au premier tour, ont beaucoup voté pour moi, ça c'est vrai. Et au deuxième tour, ils ont beaucoup voté pour M. Macron pour ne pas avoir Mme Le Pen. Alors au deuxième tour, c'est plus du communautarisme. Pourquoi refuser aux gens le fait qu'ils votent pour leur propre dignité ? Pourquoi réduire les gens à une seule dimension, leur adresse ? Ce n'est pas supportable. Alors, vous avez répondu là, il y a un certain nombre de critiques. Je voudrais juste qu'on s'arrête aussi. Mais la première, c'était quoi ? Elle était pas mal. De Emmanuel Macron. Elle était pas mal, finalement. Ben voilà. J'ai lu le programme de la NUP, a dit Emmanuel Macron. Oui, les interdictions. Voilà. Il cite 20 fois le mot taxation, 30 fois le mot interdiction, ce qui donne une idée assez claire de l'esprit du programme. Voilà. Alors, ça, c'est typique d'un libéral. Hein, quand lui donne la liberté, donne des sous, sans demander aucune contrepartie à la grande entreprise qui peut prendre l'argent, le distribuer en dividendes et licencier les gens, là, c'est de la liberté profitable. Quand moi je dis nous allons interdire le glyphosate parce qu'il empoisonne les gens, il les empoisonne, d'accord ? L'OMS a dit que c'était cancérigène, probablement. Donc je dis on interdit. Là, c'est une interdiction épouvantable, mais je pourrais le prendre par l'autre bout. Je demande la liberté de pouvoir manger sans glyphosate. Je demande la liberté de pouvoir faire pipi sans glyphosate. Eh bien, je ne peux pas. Parce qu'aujourd'hui, 90% des rivières sont contaminées par le glyphosate et tous les corps humains le sont. Je ne prends que cet exemple. Mais je pourrais continuer la liste. Par exemple, je dis, je suis pour l'interdiction du broyage des poussins vivants. Je prends un autre exemple. Alors, on pourrait dire, je demande juste la liberté des poussins de vivre et de ne pas être broyés. C'est une manière de présenter, si vous voulez, qui cherche à faire peur. Le président ne sait plus quoi dire et il ne lui reste qu'une chose, faire peur. Jean-Luc Mélenchon, je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé le week-end dernier, mais qui a fait tant de bruit depuis le match et ce qui s'est passé autour du Stade de France, si vous le voulez bien. Vous avez déjà réagi aux excuses, au changement de ton, en tout cas, de Gérald Darmanin, pas forcément de version, mais ma question, en fait, elle est... OK, donc Jean-Luc Mélenchon, vous voulez être Premier ministre de ce pays. Il y a les Jeux Olympiques de 2024 qui arrivent, c'est un enjeu majeur pour le pays. OK, donc ce serait quoi le maintien de l'ordre de Jean-Luc Mélenchon dans le pays, notamment sur des événements comme ceci ? Alors, il faut absolument rompre avec la doctrine d'emploi des forces de police qui est actuellement à l'œuvre. Elle est désastreuse et elle nous conduit à des désastres. Alors, par exemple, vous avez eu encore 2 incidents, c'est grave, c'est pas des incidents, mais à 2 reprises, des coups de feu qui ont été tirés sur des gens qui refusaient d'obtempérer, c'est-à-dire qui refusaient de s'arrêter. Alors, c'est condamnable de refuser de s'arrêter, mais leur tirer dessus. Depuis quand le refus d'obtempérer mérite des coups de feu ? Bon,
Nous avons Vous faites référence à ce qui s'est passé dans le 18e arrondissement ces dernières heures de Paris. Écoutez, non, mais c'est juste pour préciser pour nos téléspectateurs. Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe. Bon, hier, c'était les gens à la gare de l'Est, il n'y avait pas de train parce que les arbres sont tombés sur les voies, enfin des trucs qui arrivent quand il y a un événement aussi important que celui-là. Normalement, ça devrait rouler. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'organiser les choses avec calme, modération, allez en avant, les gaz lacrymo à nouveau. Et donc, vous feriez quoi, vous, pour que... Il faut maintien de l'ordre quand même. Oui, ça, vous êtes d'accord. Donc, on fait comment pour trouver l'équilibre? Mais déjà, on commence par arrêter cette politique et on commence par ne pas approuver ni dire c'est très bien quand des bêtises pareilles sont faites. Le président de la République a, paraît-il, renouvelé sa confiance au préfet l'allemand. Ben, moi, pas moi. Je ne renouvellerai pas ma confiance au préfet l'allemand. Et je demande qu'on en revienne à un maintien de l'ordre à l'ancienne, comme on le faisait en mai 1968, où il y a eu des événements gigantesques et il y a eu un mort. Après tout ce dont on se souvient quand on voit les images de l'époque et d'une violence qui était extrêmement sévère. Donc il faut une doctrine d'emploi de la force qui est raisonnée, qui est raisonnable, qui est proportionnée. On n'utilise plus les flashballs, les grenades de désencerclement. On ne fait plus des nasses pour enfermer des milliers de gens dans les bouclés jusqu'à ce qu'ils s'énervent tellement qu'on est obligé de leur tirer dessus des lacrymos. Il faut revenir à une pratique beaucoup plus accompagnatrice des événements que avoir pour unique but, si ça se passe pas bien, on tape dans le tas. Je ne suis pas d'accord avec cette conception irrespectueuse des citoyens. Nous ne sommes pas des enfants et alors les enfants non plus, on ne doit pas les dresser, mais on ne nous dresse pas à coups de lacrymo et à coups de matraque. Les gens entendent les raisonnements. Si les policiers disent passez pas par là, passez par là, en général les gens le font. Vous avez toujours un ou deux énergumènes, on peut les isoler. Non, on n'est pas obligé de monter à chaque fois au paroxysme de la violence. Est-ce que ce qui s'est passé, c'est aussi un problème de délinquance? Je vous pose la question parce que c'est Mathieu Hanotin, qui est maire socialiste de la ville, qui a déploré un problème de délinquance. Il a dit ce match, il a été attractif, il est devenu le point de rassemblement des délinquants d'Île-de-France qui ont vu la bonne affaire parce qu'entre guillemets, ça sentait l'argent. Est-ce qu'il y a derrière ça aussi la question de la délinquance qui se pose? Enfin bref, c'est de la faute des mêmes, on est d'accord? La racaille. C'est le maire socialiste de la ville. Mais c'est ce qu'il dit. C'est une honte. C'est une honte qu'il parle comme ça. Tout le monde a vu que ça n'a rien à voir. Une nouvelle fois, il s'agit de montrer du doigt. Je préviens Mathieu Hanotin, il n'y a pas de pacte possible entre nous sur le fait qu'on laisse dire n'importe quoi parce qu'il serait socialiste. Nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de parler des populations. En tout état de cause, vous avez toujours, quelles que soient les circonstances, vous avez des gens qui sont là, toujours. Mais ce n'est pas eux qui ont créé le désordre de ce stade. C'est quand même incroyable. C'est une organisation pitoyable. C'est un effondrement du renseignement. Ce sont les mensonges des dirigeants qui ont prétendu qu'il y avait 40 000 personnes qui avaient des phobies. On n'a trouvé que 2500. C'est d'abord une faute d'organisation. Pourquoi aller s'en prendre? Au lieu d'essayer de traiter un problème en trouvant la manière de le régler, on va chercher un angle qui le rend encore plus compliqué. Est-ce que, je vais élargir le propos, je détache un tout petit peu du match, mais est-ce que pour vous, le droit à la tranquillité doit être placé au sommet des enjeux régaliens? Je vous pose la question parce que c'est François Ruffin qui a publié un texte sur Facebook, c'était mardi, qui dit « Être de gauche, ce n'est pas fermer les yeux là-dessus ». Il a fait un texte comme une forme d'échange avec des membres, des citoyens, des membres de la population, un texte sur lequel Vert Quotidien a vécu dans les bars HLM, rodéo, trafic de drogue, etc. Il dit « Être de gauche, ce n'est pas fermer les yeux là-dessus, au contraire, c'est garantir cette paix à tous les citoyens ». Est-ce qu'il a raison? Bien évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Qui a dit qu'il ne fallait pas regarder la difficulté? Il faut combattre le trafic de drogue. Quand m'avez-vous entendu dire autre chose que ça? Mais moi, je propose de le faire. Et de le faire vraiment, de le faire sérieusement. Et de se débarrasser d'abord d'une partie des trafics qu'on n'arrivera jamais à contenir. Parce que la prohibition a fait son échec. Je parle là de la légalisation du cannabis. Bon. Ensuite, les autres trafics de drogue, évidemment, la priorité, c'est de les pourchasser. Mais on ne les pourchasse pas dans les cages d'escalier. Les grands trusts mondiaux qui font rentrer en France des tonnes d'héroïne et ainsi de suite. De la même manière, vous avez vu un massacre aux États-Unis d'Amérique. La racine en est la propagation des armes. Eh bien, en France, il y a 11 millions d'armes qui circulent. Le premier rôle de la police, c'est de récupérer les armes, pas d'aller gazer Pierre-Paul ou Jacques ou de tirer dans la figure des manifestants. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'on dissoudrait des unités comme la BAC ou la Brave. Imaginez-vous ce que c'est, cette Brave. C'est deux hommes qui montent, deux hommes jeunes en pleine forme, qui montent sur une moto et l'un matraque les gens pendant que l'autre conduit. C'est affreux. Ça ne peut conduire qu'à des erreurs. On les a vues dans le passé. Tout ça sera dissous. Et on va mettre autre chose, plus de monde dans la police judiciaire
pour courir derrière les trafiquants, pour courir derrière les marchands d'armes, pour courir derrière le trafic des êtres humains, et sur le terrain de la police de proximité qui maintient l'ordre, qui sont des gardiens de la paix, qui interviennent au plus près du terrain, et on réhabilite tout ce qu'on a détruit dans ce pays. Alors c'est l'assistance judiciaire à la jeunesse, c'est la récupération des mineurs isolés, aujourd'hui abandonnés dans les rues, et après on s'étonne qu'ils se comportent comme des fauves, et ainsi de suite. C'est-à-dire tout ce maillage social qui nous permet de faire face à une situation de crise qui dure des fois depuis 30 ans sur certains sujets. Donc on voit bien que la méthode qui a été utilisée jusqu'à présent ne vaut rien. Donc oui, si on veut affronter les problèmes de la tranquillité publique et de l'insécurité quotidienne, il en faut les moyens, et surtout la pensée. Cesser toujours de se dire que la cause est hors de portée, on agite des peurs contre lesquelles personne ne peut rien. Si on peut lutter contre le trafic de drogue, ça existe. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, dans une semaine, c'est le premier tour. Vous croyez plus que jamais en vos chances de victoire et de majorité, mais bon, petit problème, cette semaine, dans cette même interview, Emmanuel Macron dit, en fait, il laisse entendre qu'il ne vous le nommerait pas si vous obteniez la majorité. Vous lui répondez quoi? Vous répondez déjà, en fait, c'est pas dans la Constitution, mais ce serait pas raisonnable d'agir comme il le fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais s'il désignait quelqu'un d'autre, vous feriez quoi? Je ne sais pas qui. S'il a l'intention de désigner, par exemple, quelqu'un de En Marche ou quelqu'un de LR, je rappelle que le Premier ministre fait un vote de confiance en général. Il n'aura donc pas la confiance, dans l'hypothèse que vous évoquez, des députés de la NUPS, donc il ne l'aura pas. Donc il recommencera, il devra désigner quelqu'un d'autre qui reviendra. Si c'est pris dans l'ancienne majorité, on continuera à voter non et il n'y aura pas. Alors donc je propose qu'on s'évite un épisode de cette nature. Je propose qu'on en reste à des choses raisonnables. Moi, je trouve qu'il n'a pas été si catégorique que ce qu'on dit, mais c'est mon rôle de le dire. Il dit aucun parti ne peut imposer un non. Non, en effet, on n'impose pas. Mais dans tous les pays du monde, le roi ou le président désigne le chef de la majorité qui est en place. Voilà. Alors, ils ont trouvé un autre argument qui me fait penser que c'est l'ère du grand n'importe quoi en ce moment, parce qu'on dit il ne peut pas parce qu'il n'a pas été élu député. Mais pardon, mais je viens de faire 55% dans ma circonscription, donc je suis président de la République au premier tour à Marseille, dans cette circonscription. Bon, j'ai rassemblé 7 700 000 voix, c'est-à-dire autant de voix que tous les députés qui sont aujourd'hui assis dans l'hémicycle. C'est pas sérieux. Alors, prenons les choses tranquillement. Madame Borne n'était pas députée, elle a été nommée Premier ministre. Mais elle est candidate. Mais elle est candidate. Là, elle est candidate. Oui, ça c'est... Et alors? C'est après coup? Après coup, voilà. Bien, mais elle ne veut pas participer à un débat, vous le savez, ça? Ça fait 3 fois qu'elle dit oui, 3 fois après qu'elle dit non. Elle ne veut pas être élue, elle veut être nommée, c'est pas pareil. Monsieur Macron a dit, c'est elle la première ministre, c'est elle la candidate, donc elle va au voir. Bon, très bien, elle sera élue. Mais alors, puisque vous y allez par ce chemin, monsieur Castex, était-il élu lorsqu'il a été nommé Premier ministre? Non, il était maire de Prades, 1700 voix. Bon. Est-ce que M. Pompidou a été élu député lorsque le général de Gaulle l'a nommé? Non. M. Barre? Non. Alors, qu'est-ce que c'est que cette invention de dernière minute? Le président Mitterrand n'avait aucun plaisir à nommer Jacques Chirac Premier ministre. D'accord? Aucun. Mais il l'a fait. Pourquoi? Parce que le RPR avait gagné l'élection. Et de la même manière, M. Chirac n'était certainement pas enthousiaste à l'idée de nommer M. Jospin Premier ministre, mais il l'a quand même fait, et Jospin a appliqué sa politique, a fait les 35 heures et le reste. Bon. Donc, du calme. Ça sert à rien de se payer en plus une crise institutionnelle. Mais si elle a lieu et que le président veut la déclencher, il donnera l'impression qu'il ne supporte jamais la démocratie. Je pense que ça serait une erreur de sa part. Il a tort. Quel Premier ministre vous pourriez être, Jean-Luc Mélenchon? Avec quel gouvernement, pour commencer, peut-être? J'ai lu le JDD aujourd'hui, et j'ai même lu sur votre blog, Jean-Luc Mélenchon, tout est prêt pour gouverner. Donc forcément, ça nous inspire. Dans le JDD, un fidèle raconte, le week-end dernier, vous avez passé beaucoup de temps au téléphone pour passer en revue la manière dont vous composeriez vos ministères. Vous auriez même parlé de Bercy, où il faudra un ministère de la justice fiscale. Clémentine Autain dit que vous avez en tête une architecture et même un casting. Donc voilà, je vous pose la question. C'est quoi votre éventuel futur gouvernement? Alors oui, j'ai en tête, heureusement, je suis quand même un responsable, c'est dans 15 jours. Imaginez-vous que j'explique à tout le monde qu'on va arriver à l'exercice du pouvoir, et puis dimanche prochain, je dirais, attendez, maintenant, j'ai besoin d'un petit mois pour mettre au point mes affaires. Non, j'y réfléchis. Et vous savez très bien que la règle, c'est qu'on n'en parle pas quand on réfléchit à ces sujets. Il y a des formes que je veux respecter. Je les respecterai. Normalement, le Premier ministre propose au président une liste pour un gouvernement. Bon, on va respecter les formes. Je ne vais pas aller annoncer avant, on va faire ci, on va faire là.
Et puis, il y a beaucoup de choses qui doivent être affinées, mises au point. Il faut qu'on sente bien dans la manière dont on le constitue, que c'est un gouvernement qui veut dire quelque chose. Je vais vous donner un exemple. La santé. Bon, moi, je ne suis pas ni directeur d'ARS, ni directeur d'hôpital. Bon, je sais que je vais arriver avec une crise d'urgence à traiter. Je pense qu'il faut mettre en responsabilité à la santé des gens qui ont la pratique de l'organisation de la santé, des urgences, de ces choses-là. De même, nous allons avoir à nouveau cet été le problème des EHPAD qui va faire réapparaître que le très chaud, ça ne convient pas non plus aux plus anciens. Bref, donc ça, c'est des sujets sur lesquels je vais me dire, il faut trouver des gens qui sachent le faire et qui connaissent le métier de l'intérieur, parce que voulez-vous, on est dans une telle situation d'urgence qu'on ne peut pas se permettre d'y mettre des gens qu'on pourrait, vous pourrez vous nommer vous, au bout d'un mois, vous n'y arriveriez. Mais on n'a pas un mois. Non, je dirais un mois, oui, parce qu'on est entouré, il y a une administration, Bon, mais là, on n'a pas le temps. Il faut qu'on ait des praticiens. Je pense que ça, c'est un exemple. De même, alors après, il y a d'autres sujets. Le ministre des Armées ou la ministre des Armées, c'est un sujet qui se discute avec le président de la République, puisqu'il se trouve que la Constitution lui donne un rôle considérable, et aussi au Premier ministre. Donc, il faut s'entendre. Donc, je pense que là, il faut parler. Et je dois préparer tout ça. Je prépare, et pour que ça marche, il faut que ça se fasse sans qu'il y ait trop de lumière dessus. Et donc, par exemple, à Bercy, un ministère de la justice fiscale. Je ne sais pas, moi, j'ai lu ça dans le journal, ça m'a intéressé. Du coup, vous lisez vos futures idées éventuellement dans le JDD par des voies détournées, et quand Manuel Bompard promet des intitulés de ministères qui mettront en avant des objectifs plutôt que des thématiques vagues, qu'est-ce qu'il entend par là ? Il répond à un journaliste qui le harcèle, et alors donc il répond ce qui lui passe par la tête, comme moi aussi en ce moment, pour ne pas dire ce qu'on n'a pas envie de dire. Mais on a envie de dire des choses. C'est que, évidemment, qu'un gouvernement de la nouvelle Union populaire, c'est pas n'importe quel gouvernement. Le monde entier va regarder ça. Donc, on a intérêt à savoir comment on s'y prend, quelle image on veut donner de la France, quelle image on veut donner aussi au très grand nombre qui va apporter sur nous des espoirs, un espoir immense. Donc, il faut que tout ça se voit, se sente. Et paritaire ? Par la force des choses. Mais moi, maintenant, ça fait 20 ans que je travaille à parité tout le temps. Le bureau de ceci, l'organisation de ça, tout ce que j'ai mis en place partout est paritaire. Et toute la NUP représentée ? Est-ce qu'il y a des discussions en cours avec les représentants de la NUP pour composer ce gouvernement et pour essayer de déterminer qui prendra quelle place au sein de ce gouvernement ? Ça, c'est moi qui voulez-vous que ce soit. Si vous voulez, il faut bien comprendre que quand on nomme quelqu'un, on le met en avant, il y a un inconvénient pour certains. C'est pas l'autre. Mais il y a un avantage. C'est que c'est pas à vous de porter la difficulté de la décision. Parce que figurez-vous que je ne suis pas certain que mes partenaires se sentent frustrés à l'idée que je vais régler à leur place les problèmes internes qu'ils peuvent avoir. Je dis ça un peu avec le sourire, mais c'est pour qu'on comprenne que tout n'est pas si dramatique que certains le croient. Alors, avec ce futur éventuel gouvernement, vous voulez, je vous cite, un changement spectaculaire. Interview qui a été accordée à Alter Echo. Un changement spectaculaire. Comment on fait ça, Jean-Luc Mélenchon, sans braquer ? La question que vous est posée, et vous dites, il y a le dialogue et il y a la ruse. C'est quoi la ruse quand on est Premier ministre ? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est pour dire qu'on fait attention, qu'on n'est pas obligé d'y aller frontal, qu'on peut amener les gens aux conclusions auxquelles on arrive soi-même en faisant des démonstrations. L'essentiel, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'une fois arrivé, ça change la vie des gens. Les premières mesures que nous prendrons, c'est des mesures de blocage des prix. C'est ça votre priorité ? Du SMIC. Ce serait votre priorité ? Évidemment, les gens n'en peuvent plus. Et quelles autres priorités ? D'abord, les priorités sociales, que les gens puissent sortir la tête de l'eau. Il faut immédiatement que les syndicats et les syndicats patronaux acceptent l'idée qu'ils vont devoir se réunir, là, au mois de juin, parce que, écoutez-moi bien, le SMIC a été augmenté par le gouvernement, d'accord ? Bon. Moi, je vais le réaugmenter, on va le porter à 1500. Telle qu'est la situation aujourd'hui, 85% des salaires en bas de l'échelle dans les conventions par branche sont en dessous du SMIC. Vous voyez bien que ça ne peut pas durer. Donc, il faut bien tout ramener au niveau du SMIC. Mais quand vous avez un SMIC à 1500, vous commotionnez la grille des salaires parce qu'il y a des petits cadres qui sont à 1500. Donc, on va rétablir des écarts. On n'a jamais dit que tout le monde allait payer de la même manière. Ça, c'est pas moi qui peux le décider. Le gouvernement ne peut décider que le SMIC. Donc, il faut qu'il y ait une conférence salariale obligatoire. C'est pas s'ils veulent, elle aura lieu. Et par branche, pour qu'ils rediscutent de tout ça. C'est-à-dire, 1, les minimums conventionnels tous au SMIC. 2, la grille des salaires, la remontée pour que tout le monde retrouve l'avantage de sa qualification.
Et troisièmement, qu'on discute l'écart maximum, puisqu'on y sera. Alors autant en parler. De 1 à 20. Ensuite, on va parler. Est-ce que, j'ai une idée, on ne donne pas plus de sous distribués en dividendes qu'on en donne en augmentation de salaire. Ça vous va ou pas comme idée? Si vous l'acceptez, on le fait. Si vous l'acceptez pas, je peux mettre ça dans une loi. Bon. Si vous voulez, je veux que tout ça soit réglé là. Le SMIC, ça va être tout de suite. De la même manière, le blocage des loyers à la baisse, ça va être tout de suite. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous dites que vous revendiquez une forme de conflictualité? C'est-à-dire avancer dans la conflictualité pour faire avancer les débats, les faire un peu exploser parfois? Est-ce que vous le revendiquez? Ça dépend des circonstances. Il est évident qu'il y a 10 ans, quand ça ronronnait dans la gauche, j'ai dit je suis le bruit et la fureur de mon époque. Je voulais dire, en ce moment, le volcan est en train de gronder, vous apercevez de rien. Finalement, ça leur a sauté dans les jambes. La conflictualité, c'est aussi vieux que le monde. Le président Macron avance continuellement dans la conflictualité. Mais moi, je suis pour que, à chaque moment, il faut apprécier qu'est-ce qu'il y a dans l'état d'esprit public. En somme, qu'est-ce qui changerait en vous, chez vous, dans votre manière de gérer, de parler, si vous étiez Premier ministre, à partager ce pouvoir avec le président de la République? Est-ce que ce serait la conflictualité, notamment entre vous, tous les matins et le bras de fer permanent? Alors, il y a des dossiers... Intérêt. Non, mais disons les choses comme elles sont. D'abord, commençons par dire une chose. Si les Français votent pour le programme de l'Union populaire, ils auront ce programme. Point. C'est la démocratie. Maintenant, il y a des compétences croisées sur l'armée, en gros, la défense et les affaires étrangères. Je dis aussi solennellement que je le peux. La France parlera d'une seule voix. Je ne suis pas pour donner le spectacle d'une bataille rangée entre les dirigeants français. Est-ce qu'on peut prendre un exemple? Par exemple, l'envoi d'armes. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, s'est rendue à Kiev cette semaine et elle a dit que la France renforcerait l'envoi des armes. Si vous arriviez aux responsabilités, en tant que Premier ministre, vous n'arrêteriez pas cette politique de la France vis-à-vis de l'Ukraine? Je discuterai avec le président pour voir quelle est la justification de ces envois. Je suppose qu'il me convaincra. Et on va discuter de comment on fait. Ce sont des choses sur lesquelles ce n'est pas la peine d'aller se répandre. Parce que ni lui ni moi, de ce point de vue, on est d'accord, lui et moi, nous sommes pour la désescalade. Nous ne sommes pas pour l'escalade. Et comme l'a très bien dit le président Sarkozy, dans l'affaire ukrainienne, c'est ou la diplomatie ou la guerre totale. On a tous choisi la diplomatie. Donc, on donne des armes, c'est vrai, je le sais. Il y a là-bas les canons César, c'est le meilleur canon du monde. Donc, les armes y sont déjà. Mais faisons attention à ne pas franchir des seuils qui ferait de nous des belligérants. Je ne crois pas que le président Macron veuille être belligérant. Alors vous me permettez, je poursuis du coup la parenthèse, je rebondis là-dessus. Selon Kiev, la France, ces dernières heures, Kiev dit ça, la France s'humilie à ne pas vouloir humilier Poutine. Pour les téléspectateurs à nouveau, Emmanuel Macron a dit, je pense que Vladimir Poutine est isolé et qu'il s'est enfermé dans l'isolement. Pour autant, le président français appelle à ne pas humilier la Russie et qu'il n'en demeure pas moins un grand peuple. En gros, il dit que pour le jour où cesseront les combats, il faut être prêt à parler en somme. Kiev a donc répondu « La France s'humilie à ne pas vouloir humilier Poutine ». Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous répondriez à Kiev? Les Ukrainiens ne devraient pas nous parler comme ça, parce que c'est pas bien. Nous donnons le coup de main. Les Français, la France est mobilisée pour la défense de l'Ukraine. Elle est mobilisée pour rejeter l'invasion poutinienne. Elle est d'ailleurs unanime. Il n'y a pas un seul responsable politique en France qui ait dit « Ah, faut voir à voir ». Bon, hein? Non. Par conséquent, on mérite d'être... mieux qu'on s'adresse à nous en tenant compte de qui nous sommes et de l'importance que nous avons dans cette affaire. Le président a-t-il eu raison ou tort? Bon, je vous laisse juge de l'affaire, de cette formule. Ce qui est la vérité, c'est qu'il y en a maintenant pour 10 ans ou 15 ans avant que la Russie retrouve une place normale dans les relations internationales. L'agression poutinienne contre l'Ukraine est un désastre absolu pour la paix en Europe, pour la sécurité, mais aussi pour la Russie. Parce qu'ils ont fait tout ça en disant on ne veut pas de l'OTAN à nos portes, se retrouvent avec la Finlande et deux pays neutres qui veulent adhérer à l'OTAN. Et toute l'Europe contre eux. Alors c'est très réussi comme méthode de la part de M. Poutine. Et pour beaucoup de gens, c'est un crève-cœur. Je ne vais pas vous le cacher. Ce n'est pas du tout l'idée qu'on se faisait des Russes, de leur armée, que cette bande de voyous qui saccagent tout en Ukraine, qui tuent, qui pillent, qui violent. Ce n'est pas l'idée qu'on se faisait, nous, de l'armée russe. Donc... tout ça, ça fait que y en a pour quelques années avant qu'on se retrouve dans une situation ordinaire. Après, il y a quelque chose que je partage, je pense, avec le président Macron, c'est que ce n'est pas notre rôle non plus d'aller pousser les Russes dans les bras des Chinois pour qu'il y ait un bloc en face de nous. Hein. Il vaut mieux que les choses soient un peu plus diffuses, parce que nous, Français, on n'est pas si nombreux que ça. Mais la grande question, c'est comment on fait ça? C'est comment on la parcourt, cette ligne de crête? Comment? Quelle est, précisez votre question. Pour à la fois
pointer du doigt les Russes, leurs actions, etc., et ne pas pousser la diplomatie mondiale dans une tectonique. Point numéro 1, il doit dégager de là. Il doit sortir d'Ukraine, il doit remballer son matériel. Nous devons, dans l'intervalle, faire très attention. Je redis sur ce plateau, les Français doivent proposer qu'il y ait des casques bleus à toutes les centrales nucléaires qui sont en Ukraine. Donc on doit être très vigilant, très intervenant, y compris auprès de Poutine lui-même. Je ne trouve pas que le président Macron perde son temps à lui téléphoner. Il faut lui parler. Il a l'air d'avoir une construction psychologique, ce Poutine, assez spéciale. Peut-être que ça ne sert à rien. Mais c'est surtout, il faut lui faire sentir le rapport de force. Il ne faut pas qu'il ait un seul jour l'idée qu'il y a une faille entre nous, chez nous, contre son intervention en Ukraine. Donc il y a ça à faire, puis ensuite, il faut préparer la suite. Pas généraliser les conflits. Notamment avec les Chinois, nous n'avons aucun intérêt à ce que le ton monte, qu'on recommence... Vous pensez à Taïwan? Mais oui, qu'on recommence le cirque avec Taïwan, qui intervient à peu près tous les ans ou deux. Taïwan est une partie de la Chine, c'est une situation compliquée, et surtout, remettons-nous aux Chinois pour se débrouiller de cette situation. N'allons pas nous-mêmes allumer le feu. Moi, je l'ai dit partout où je suis passé, si quelqu'un a une idée plus intelligente, il n'a qu'à la dire. Mais la guerre n'est pas une idée intelligente. Et je dois dire que là, en ce moment, l'humanité doit tendre ses forces pour faire face aux défis du changement climatique. Pardon, je ne veux pas être l'affoleur public, mais rendez-vous compte que la crise de la sécheresse est en train de dévaster des continents entiers, que des masses humaines considérables vont se mettre en mouvement pour échapper au pire, c'est-à-dire à la mort, par famine, par manque d'eau, et que maintenant nous devrions nous arc-bouter pour faire face à ça, plutôt que ces guerres et ces franchissements de frontières et ces destructions qui ne font qu'ajouter de la misère à la misère. Et je ne suis pas du tout en train de tenir un propos lénifiant. Je pense que c'est l'urgence. Je suis pour une stratégie altermondialiste. J'espère en convaincre le président de la République. Si je ne le convainc pas en étant Premier ministre, j'y arriverai. Mais supposons que je n'y arrive pas, je demanderai un mandat à l'Assemblée nationale. Parce que ça ne sera pas un discours en général, ça sera des choses très précises à faire. Par exemple, la contribution de la France au tribunal international sur l'écocide. Par exemple, la contribution de la France à un plan mondial sur l'eau, etc., etc., etc. Ce seront des choses précises, pas des grandes dissertations, parce que ça, on les fait quand on est au travail théorique ou au travail d'agitation politique. Mais quand on gouverne, il faut faire des choses concrètes. Alors, on a beaucoup posé sur la table l'éventualité que vous remportiez la majorité et que vous puissiez devenir Premier ministre. Évoquons quand même l'hypothèse inverse. Vous n'avez pas la majorité, vous êtes dans l'opposition, vous ne serez donc pas député puisque vous n'êtes pas candidat, mais malgré tout, comment ça fonctionnerait? Est-ce que ça tiendrait en somme la NUP? Parce que c'est quand même une constellation de mouvements. Est-ce que si échec, si divergent sur certains dossiers, tout n'a pas été acté, vous pensez que la NUP peut tenir et va tenir? Oui, d'ailleurs moi c'est pas parce que je ne serai plus député que je vais être inactif. Je suis un homme engagé politiquement. Alors, quelle action? Parce que tout le monde vous pose la question, mais là, vous donnez envie de vous la reposer à nouveau. Mais enfin, qu'est-ce que fait un militant politique? Ai-je passé ma vie à être Premier ministre ou Président de la République? Qu'ai-je fait pendant toutes ces années? J'ai milité, je me suis engagé, j'ai participé à des causes, j'ai construit un grand mouvement, j'ai réfléchi, j'ai fixé une stratégie. C'était pas trop mauvais, quand même, le résultat. Bon... Donc, tout ça, peut-être que mes amis vont me dire « Ah bah, continue, je pense qu'ils le feront, continue à irriguer, je le ferai. » Et voilà. Et nous aurons maintenant ce que je peux vous dire, que tout le monde sait, parce que nous faisons tous semblant, les gens qui nous regardent, voient bien qu'il y a une sorte de semblant de la scène politique. Hein, on fait semblant. On fait semblant de quoi? De ne pas savoir que ce pays est en état d'ébullition. Que M. Macron ne tiendra pas 5 ans sur les bases sur lesquelles il est parti aujourd'hui. C'est-à-dire à mépriser l'opposition, à ne pas vouloir tenir compte du fait qu'elle peut gagner une élection et avoir pour tout programme la retraite à 65 ans et le travail forcé au RSA. Pardon, j'y insiste, la France est complètement déstabilisée. La France n'a pas tranché ces grands sujets et croire que ça va se passer comme ça, on va avoir un régime de conseil de défense permanent est une vue de l'esprit. Donc oui, je me prépare aussi à accompagner des événements que je crois de grande ampleur. Bon, en tout cas, pour la NUP, union n'est pas fusion, on est d'accord, notamment à l'Assemblée nationale. S'il y a des divergences, on les règle comment? En votant. Parce que, alors nous, d'abord, il y a déjà des divergences, elles existent, on a eu l'honnêteté de les afficher, nous. Ça représente, bon, pas grand-chose, 5% du total, mais je ne veux pas le minimiser. Il y a par exemple, les communistes veulent continuer à construire des EPR, des centrales nucléaires et tout ça, c'est leur avis. Le jour où il y aura un débat sur l'énergie, on votera. Et il y aura une proposition
qui sera soit celle des groupes majoritaires, soit celle du gouvernement. Personnellement, je préférerais que ce soit celle des groupes, et on votera. La France insoumise n'aura pas la main plus que les autres sur ce fonctionnement. Elle est quand même plus nombreuse, donc elle a un poids sans doute qui sera plus important. Mais ce n'est pas la logique que je veux appliquer, moi. La logique, c'est une logique on discute jusqu'à ce qu'on ait tout bien compris et qu'on sache vraiment si on est en désaccord. Parce que, voyez-vous, sur l'Europe, on nous avait annoncé la catastrophe, et c'est certainement un des sujets sur lesquels on a été le plus vite. Alors, dans l'accord, parce qu'on s'est entendu sur du concret. Alors après, les socialistes disaient, nous parlons d'un moratoire sur les traités, nous parlons de désobéir. En fait, le mot n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est le fond. C'est que dans cette circonstance, les socialistes, les Verts, les Insoumis disent, c'est le programme qui s'appliquera, point barre. Jean-Luc Mélenchon, dernière question, mais c'est ça aussi la vie politique ces dernières heures. Marine Le Pen qui a été visée par un G2, Jean-Michel Blanquer par de la crème chantilly. C'est 2 enseignants qui ont fait ce geste. Est-ce que vous dites qu'il y a une aggravation de la situation, c'est-à-dire de la violence à l'égard des élus? Et si oui, comment on y remédie? Non, moi je dis, alors en plus je me dis c'est les enseignants, je suis d'autant plus surpris. C'est inacceptable, les amis. Non, ça peut pas être le mode. 2 enseignants alors qu'ils faisaient campagne. Non, moi, j'ai été enfariné. Ils vont comparaître le 4 juillet. Pardon? Ils vont comparaître le 4 juillet, bon. 2 enseignants. Ouais. Alors, déjà, quand le président de la République a été giflé, j'ai pris position en solidarité avec lui à l'époque. Hein. Et je l'avais fait auparavant avec Madame Le Pen, qui avait été menacée de mort. Et là, il semble qu'on lui ait lancé aussi quelque chose. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je réexprime ma solidarité. Je ne suis pas d'accord avec le recours à la violence. Et je vous demande de bien réfléchir aux conséquences de ce que vous faites quand vous faites ça. D'abord, vous donnez un exemple qu'on peut régler par la violence, ce qui peut se régler. Ça vous coûtait rien de crier des slogans. C'était pas plus fatigant d'avoir un bon mot plutôt que de jeter un œuf ou de la crème. Parce que le résultat, c'est quoi? C'est qu'après, le moindre responsable politique est obligé d'évoluer, entouré de gens qui le protestent. Et moi, personne ne me protège. Et je veux pouvoir vivre dans la sécurité de la relation aux Français. Vous avez eu tort de faire ça. Et je demande à tout le monde de ne pas recommencer ce genre de choses. Parce que ça ne nous mène nulle part. Jean-Luc Mélenchon? Je me fâche, hein. Jean-Luc Mélenchon, c'est là-dessus que nous allons nous séparer. En fait, il faut que j'explique, c'est Daniel Cohn-Bendit qui vient d'applaudir, qui va arriver pour le duel. C'est l'heure pour moi de vous remercier, Jean-Luc Mélenchon, oui. À une semaine du premier tour des élections législatives, d'avoir été notre invité. Merci, madame. Bonne soirée.